Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire des exercices sur les fonctions. Vous avez déjà les avancées des exercices sur le site modèle du cours. Donc, on va faire certains exercices parmi ce PDF et les autres sont parmi la liste des exercices supplémentaires que vous avez ici. Vous devez coder. Donc, pour accéder au solutionnaire de cette partie, il suffit de soumettre la tentative à la fin de cette évaluation. Et pour le solutionnaire des exercices dans le PDF, ils sont disponibles ici, dans les dossiers code source, dans les dossiers exercices. Alors, commençons par rapidement faire les deux premiers exercices ici, exercice 1 et exercice 2. Et après, on passera aux exercices de cette série. Commençons par le premier exercice. Il nous demande d'écrire une fonction qui retourne le volume et la masse d'un ellipsoïde grâce à un tuple. Les paramètres sont les trois demi-axes et la masse volumique. On donnera à ces quatre paramètres des valeurs par défaut. Donc, on donne V égale 4 tiers pi ABC, puisque cette fonction par des appels avec des différents nombres d'arguments. Alors, commençons par code ici. Donc, cette fonction, on va l'appeler, donc ici, on va voir pour l'exemple, ça va se nommer calculer le volume masse. On va définir cette fonction avec def calculer volume masse. Et ici, en parenthèse, je veux mettre le 4 des mi-axes. Donc, les paramètres sont quoi? Les 3 des mi-axes et la masse volumique qui est ρ. Ce sera A, B, C et ρ. D'accord? Donc, ici, je vais réduire un petit peu la taille du code. Alors, donc, dans la fonction, on va faire quoi? On va calculer euh, le volume avec cette formule. Donc, on va commencer par calculer le volume est égal 4 tiers, 4 tiers fois pi fois A fois B fois C. Avec pi est égal à quoi? Pi, c'est 3,14, mais avec Python, nous avons accès à la constante, donc ici, pi, avec, de la part de la librairie math. Pour math, import, on va faire import pi. Et avec ça, donc, nous aurons une bonne valeur de pi, au lieu de définir ça avec 3,14. Donc, après avoir déterminé le volume, on va calculer la masse. Donc, comment on calcule la masse? Donc, on sait que ρ, donc c'est la masse volumique qui est égale à la masse sur le volume. Alors, pour calculer la masse, donc il suffit de multiplier ρ par volume. C'est égal à ρ multiplié par le volume V. Donc ça, alors, on va calculer la masse est égale ρ multiplié par le volume. Alors, et on va retourner le résultat. Donc, le résultat, ce sera un tuple. Donc, ça veut dire quoi, un tuple ici? Donc, ça veut dire qu'on va retourner les deux valeurs au même return. Ce sera volume, virgule masse. Et ici, le retour, ça sera automatiquement un tuple. Donc, on peut essayer cette fonction ici avec plusieurs valeurs. Par exemple, ici, il va la tester avec 1, 1, 1, 1. On peut tester ça. Donc, si je lance ce code ici, ce code-là, ça va rien afficher. Pourquoi? Parce que toute fonction, elle va retourner quelque chose. Mais ce retour-là n'était pas récupéré. Donc, on doit récupérer ce retour, on doit l'enregistrer dans une variable et après, donc, afficher cette variable-là. Donc ici, donc je veux faire une variable qui s'appelle résultat, dans laquelle je vais stocker ça. Et après, je peux faire print résultat. Donc, j'affiche ça et il m'affiche ces résultats ici. Donc, c'est beau pour la première fonction. Donc, ici, il nous dit qu'on peut donner des valeurs par défaut à cette variable.
Du coup, je peux pour chacun des paramètres donner une valeur par défaut, A égale 1, B égale 1, C égale 1, et ρ égale 1. Et de cette façon, donc si par exemple, si j'appelle cette fonction sans donner rien en paramètre, donc lui, il va prendre ces valeurs-là par défaut. D'accord? Donc lui, donc, vous voyez qu'il génère les mêmes résultats. Donc pour lui, ce sont les valeurs par défaut de ces paramètres. Donc la même chose, si j'appelle par exemple avec je sais un paramètre 3, 2, par exemple 5, 0, 5, si je lance ça, donc à ce moment-là, il va modifier. Donc il va prendre ces valeurs-là en compte et il va ignorer les valeurs que nous avons par défaut. C'est ça pour le premier exercice. On peut passer au second exercice ici. Il nous dit écrire une fonction en paramètre deux dictionnaires et qui retourne les clés communes sous forme d'une liste. Donc ici, nous avons trois dictionnaires et nous allons chercher quelles sont les clés communes entre ces trois dictionnaires. Alors, on va faire cet exercice ici. Tout ça. Là, je copie donc cette partie-là ici. Donc, j'ai maintenant les trois exercices, pardon, les trois dictionnaires. Je vais définir ma fonction. Donc, la fonction, elle s'appelle trouver clé commun, qu'elle prend donc des dictionnaires. Donc, ce sera disons, D1 et dictionnaire D2. Et on va trouver quelles sont les clés communes dans ces deux dictionnaires. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Peut-être comme première méthode, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre euh, le premier dictionnaire, on peut itérer sur les clés du premier dictionnaire, et pour chaque clé, tester si cette clé-là, elle est dans le second dictionnaire. Donc, pour ça, est-ce que Marc, il est dans la seconde, dans la liste des clés des second dictionnaires ou pas? Est-ce que John, il est là? Est-ce que Serge, il est là? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode. Une autre méthode sera de créer des ensembles avec les dictionnaires, les clés des dictionnaires et faire leurs intersections. On va commencer par la première méthode. Donc, on va faire une liste vide avec les clés communs et on va itérer pour clé 1, disons, clé 1, euh, et clé in notre premier dictionnaire. Si cette clé, elle est dans le second dictionnaire, on va faire quoi? On va rajouter ça, on va faire clé commune pour append cette clé. Donc, c'est ça. Avec ça, donc, à la fin, nous aurons une liste où nous avons tous les clés communs. À la fin, on peut faire return clés communs. On peut tester ça dans un programme. Donc, par exemple, comme ça, trouver, on va faire print, trouver ça. Aussi, entre le groupe 1 et le groupe 3, et aussi entre le groupe 2 et le groupe 3. Donc, je lance ce code et il me montre donc ici les clés communs. Donc, entre oui, ici, je me suis trompé, j'ai mis groupe 2 deux fois. Parce que là, il m'a affiché toutes les clés, parce que les clés sont communes dans le même groupe. Donc, si je change ça par groupe 3, donc ça devrait montrer qu'il n'y a rien qui est commun entre deux. Donc, ça, c'est pour la première méthode. Pour la seconde méthode, je ferai donc un ensemble, je vais créer un ensemble avec clé, donc le premier clé sera clé 1, par exemple, égale un ensemble avec dictionnaire 1.keys. Donc, c'est ça. Et je veux créer un autre ensemble
avec les clés des suivants dictionnaires. Et après, je ferai donc clé commun, ce sera une liste dans laquelle j'aurai clé 1, point, intersection, clé 2. C'est ça. Et après, je ferai return, clé commun. Donc, je vais essayer ces codes et ça me donne le bon résultat. Mais ce que vous pouvez remarquer ici, que c'est pas dans le même ordre que nous avons avant, parce que dans les ensembles, il n'y a pas la notion de l'ordre, donc l'ordre, il est aléatoire. Donc, il ne va pas aller une par une dans l'ordre, mais ici, il va créer un ensemble dans un certain ordre aléatoire. En faisant l'intersection, ça pourrait changer aussi. Donc, c'est ça donc pour cet exercice. On a fini avec les exercices euh, simples. Donc, pour le reste, vous pouvez pratiquer aussi, donc, et voir les solutionnaires. On va faire maintenant des exercices un peu avancés. Donc, commençons par l'exercice sur la messagerie texte. Donc, ici, on va dire que sur certains téléphones cellulaires de base, les messages texte peuvent être envoyés à l'aide du clavier numérique. Comme chaque touche est associée à plusieurs lettres, plusieurs pressions sur les touches sont nécessaires pour la plupart des lettres. Appuyer une fois sur les chiffres génère la première lettre de la touche. Appuyer 2, 3, 4 ou 5 fois sur les chiffres génère le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième caractère répertorié pour cette touche. Donc, l'exercice nous demande d'écrire une fonction qui affiche les pressions sur les touches qui doivent être effectuées pour saisir un message texte lu par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur saisit Hello World, votre fonction doit afficher cette séquence des touches. Donc, ce sera 4, 4 pour afficher le H, par exemple. Pourquoi? Parce que le H, donc ici, imaginez que nous avons un clavier d'un téléphone donc pour chaque touche, donc les touches sont numérotées. Tu veux afficher la lettre H. La lettre H, elle est inscrite sur la touche avec le chiffre 4. Et puisqu'elle est dans la deuxième position, donc je dois appuyer sur le bouton 4 deux fois. Donc c'est pour cela, pour la lettre H, donc ce sera 4, 4. Donc j'appuie deux fois pour accéder à la lettre H. Après, donc, pour la lettre E, par exemple, je dois appuyer sur le bouton 3 deux fois. Pourquoi? Parce que le E, il est dans la deuxième position. Donc, c'est pour cela 3 3. D'accord? Et après, vous voyez 5 5 5 5 5 5. Écrit deux fois parce que nous avons double L. Donc, ici, le L, c'est la troisième position. Donc, ce sera 3 5 et après, trois autres 5. Et ainsi de suite pour le reste. Donc ici, on vous demande assurez-vous que votre programme traite les lettres majuscules et minuscules. Donc si vous voyez, donc c'est différent, donc les messages. Il faut ignorer la casse et il faut aussi ignorer tous les caractères qui ne figurent pas dans les tableaux, tels que le point, virgule, les parenthèses, etc. Si vous voyez, donc dans les tableaux, il y a seulement ces caractères-là, donc on ignore le reste. Donc ici, ça, l'espace, donc ça sera remplacé par l'espace. Complétez cet exercice en écrivant un programme principal qui démontre la fonction en lisant un message texte de l'utilisateur et en affichant les pressions sur les touches qui doivent être effectuées. Donc ici, on vous donne un exemple. Donc, un message hello, on va demander à l'utilisateur de créer un message. Il va écrire hello, on va lui répondre par ça. On vous donne un squelette de code que vous devez remplir. Donc, il y a des fonctions. Fonction convertir car cette fonction, elle sert à convertir un caractère en une séquence des chiffres et retourner le résultat des conversions. Donc, à cette fonction, on donne un seul caractère, par exemple la lettre H, elle doit retourner 4, 4. On donne la lettre E, elle doit retourner 3, 3, ainsi de suite. Après, il y a une fonction à faire, c'est obtenir touche. Cette fonction, elle retourne les messages transformés en une séquence de chiffres. Il faut penser à appeler la fonction convertir car. Donc, cette fonction, elle va faire quoi, en fait? Elle va prendre le message, elle va aller caractère par caractère. Chaque caractère, elle appelle la fonction convertir car pour trouver la séquence. Et après, c'est juste, elle va concaténer tous les résultats ensemble. Et ici, nous avons un programme principal dans lequel on demande à l'utilisateur de saisir un message. Et on affiche un message converti.
Donc, je vais copier cette partie-là sur VS Code. Je fais ça. Et donc, je ferme ici. Donc, ici, comme un moyen de coder ces tableaux-là, je choisis de faire un dictionnaire dans lequel je codais tous les touches de ces tableaux dans ce dictionnaire ici. Donc, chaque clé, ça correspond à une touche et les symboles sont codés dans les valeurs. Donc, maintenant, comment je peux convertir chaque caractère en une touche? Donc, la méthode, c'est de faire quoi? Par exemple, on a dit pour pour la lettre H, ça sera converti vers 4, 4, 4. Donc, pourquoi on a dit 4, 4? Parce que le 4, donc 4, c'est la clé correspondante, c'est la clé qui correspond à ça, qui correspond à H. Pourquoi deux fois? Deux fois, car donc H, c'est dans la deuxième position. Car H est dans la deuxième position. D'accord? Donc ici, il y a deux choses à trouver. Donc c'est la touche qui correspond à ça. Donc on doit aller chercher la clé. Et ça, c'est, disons, c'est des nombres de répétition. De répétition. D'accord? Donc, pour chaque caractère, on va parcourir ce dictionnaire, trouver la clé correspondante et répéter cette clé tant de fois donc, que le numéro, le nombre correspondant à nombre de répétitions. Donc, on va itérer sur ce dictionnaire, clé et, donc, clé et touche en même temps, donc clé et valeur en même temps. Donc, on va faire euh, un parcours avec point items. Donc, ce sera for, disons, clé, par exemple, virgule, symbole in touche point items. On va dire si ces caractères-là, if caractère, le caractère donné est égal à, il est dans ces symboles, if un symbole, on va faire quoi? Donc, on va trouver sa position, il est où? Donc, il est où? Donc, pour trouver combien ça se répète, on va dire nombre de répétitions. Nombre de répétitions est égal dans le symbole. On va faire symbole point, par exemple, find, ou bien point index, c'est caractère. Donc, pour trouver notre caractère, il est où? Et donc, la conversion, ici, donc le résultat de la conversion, donc on va nommer ça, par exemple, séquence, est égal quoi? Est égal la clé que nous avons, donc les chiffres correspondants, donc ça sera clé, multiplié par nombre de répétitions. Pourquoi on les multiplie? Parce que lorsque on multiplie un caractère par un nombre, ça va le répéter. D'accord? Et avec ça, on obtiendra notre séquence. Donc, on va faire le return séquence. Ici, donc, notre solution devrait fonctionner, mais il y a un petit problème qu'elle fonctionne seulement pour les lettres en majuscule. Si nous avons une lettre en minuscule, en faisant ça, tu ne vas pas la trouver. Elle va retourner -1. Alors, on va faire quoi? On va faire if car, par exemple, point upper. Donc, on va faire ça en majuscule. Find car, point upper. Et avec ça, nous allons faire la conversion en majuscule. Alors, on a fait ça. Donc, on peut tester, donc on peut ignorer tout le reste. Donc, je vais commenter tout le reste du code afin de tester juste localement ma première fonction si elle va bien. Donc, je peux faire par exemple print le résultat de la conversion de la lettre H. Par exemple. Comme ça. Je teste ça, il me dit 4. Donc ici, c'est un problème. Pourquoi il affiche 4? Parce qu'il y a une autre chose qu'on a oublié que ici, parce que donc deux fois, car H est dans la deuxième position. Mais lorsqu'on fait find, ça va
Donc, les indices vont commencer à partir des 0. Donc, 0, 1, 2. Donc, la deuxième position, ça correspond en fait à l'indice 1. Du coup, on devrait faire plus 1. Ce sera donc indice plus 1. Donc, ici, nous allons, pour le nombre de répétitions, ça sera ici plus 1. OK? Donc, on teste encore et ça nous affiche 4, 4. Donc, et tout va bien ici. Donc, on peut essayer avec une lettre en minuscule. Donc, ça va nous afficher les bons résultats. Je veux enlever ça. Je veux décommenter ça pour continuer. Donc, ici, dans cette fonction-là, nous devrions utiliser euh, ces, euh, donc, cette partie-là pour convertir tout un message. Donc, on va itérer pour chaque caractère dans notre message. On va construire une chaîne de caractères dans laquelle on va rajouter le résultat de la conversion. Donc, à ce moment-là, j'aurai besoin d'une chaîne de caractères vide et au fur et à mesure, je rajoute les éléments. Donc, le résultat, ce sera plus égal au résultat des conversions de la lettre que je viens de convertir. C'est ça. Donc, faisons la conversion de ça. Et à la fin, donc, je peux faire return résultat. On peut essayer ça, par exemple, avec un message hello. Et ça nous affiche cette séquence-là pour dire qu'il s'agit de hello. Donc, je peux tester mon code ici. Et magnifique. Donc, il nous donne le bon résultat. Donc, ici, euh, on peut, on peut améliorer, par exemple, un petit peu juste pour cette partie-là, pour pratiquer un peu avec les autres fonctions et peut-être la compréhension du liste. Vous voyez ici qu'on est en train de faire la conversion avec une boucle for et un résultat que nous sommes en train de construire. Donc, je peux faire ça avec une autre méthode, c'est de faire créer une liste dans laquelle je convertis chaque mot, donc chaque caractère, et après je peux joindre toute cette liste ensemble. Donc, je peux faire par exemple cette liste est égale, donc liste convertie, est égale la conversion, convertir P, je vais juste commenter ça, for C in message. Et ça sera notre liste, mais il faut que, donc, le problème avec cette liste, que euh, lorsqu'on va retourner ça, le résultat, ce sera sous forme d'une liste. Je vais vous montrer ça rapidement pour que vous voyez c'est quoi le problème, juste pour qu'on puisse le corriger. Par exemple, si j'affiche hello, donc vous voyez comment ce sera une liste. Afin de concaténer des éléments d'une liste, dont les éléments sont des chaînes de caractères, simplement je ferai la fonction join. Donc, pour cette liste-là, je ferai ici, pardon, join. Et join quoi? Join, ça va coller, concaténer les éléments ensemble avec une chaîne de caractères qu'on va la donner ici. Donc, en utilisant cette chaîne de caractères-là, donc c'est la chaîne de caractères vide, on va coller ces éléments ensemble. Donc, si je lance ça, je lui donne hello, et vous voyez comment ça donne les bons résultats. Donc, tout ça, je peux le réduire, le mettre dans la même ligne. Donc, je peux faire couper ça, le mettre ici. J'enlève tout ça. Et donc, ce sera une résolution en une seule ligne de cette fonction. On peut tester si ça fonctionne toujours ici. Et très bien, donc ça fonctionne. Donc, c'est ça pour le premier exercice. On passe au second exercice qui est une version modifiée de cet exercice. Alors, il y a un petit problème lorsqu'on affiche un message où il y a des caractères qui s'affichent qui s'affichent plusieurs fois. Par exemple, ici, Hello World, vous voyez qu'il y a les chiffres 5 qui se répètent plusieurs fois. Donc, on ne sait pas est-ce qu'on va s'arrêter ou bien qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dans ce genre de téléphone, pour qu'un caractère s'affiche,
il faut attendre un petit peu pour que ce caractère s'affiche. Après, on peut appuyer encore une autre fois sur le même bouton. Donc ici, on va modifier la fonction pour afficher un tiret si l'utilisateur doit attendre un moment avant de presser la touche suivante, dans le cas où deux lettres consécutives se trouvent sur la même touche. Par exemple, si l'utilisateur saisit le Word, la fonction doit afficher donc cette séquence-là, et vous voyez les petits tirets ici qui s'est inséré. Donc c'est le but de ces tirets-là, c'est de faire une genre de séparation. Donc comment on modifie notre fonction pour faire ça? Donc, en fait, ici, la solution sera de modifier la fonction obtenir touche. Donc ici, pour obtenir touche, donc je veux revenir à la solution principale ici, et je veux enlever tout ça. Donc ça, c'est la solution principale. On va la modifier. Donc, on va afficher tiret si l'utilisateur doit attendre un moment avant de presser la touche suivante, dans le cas où deux lettres consécutives se trouvent sur la même touche. Comment on peut détecter ça? Donc, lors de la construction de cette chaîne de caractères, donc il s'agit de la chaîne de caractères résultat, donc au fur et à mesure, on va rajouter, par exemple, la première itération, on va rajouter 4, 4, et après on va ajouter 3, 3, et après on va ajouter 5, 5, 5, et après on va ajouter 5, 5, 5. Donc ici, à chaque ajout, on peut comparer, par exemple, lorsque j'ajoute ça, je compare, est-ce que les caractères que j'ai ici, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il s'agit de la même touche que j'avais ici? Enfin, s'il s'agit de la même touche, à ce moment-là, je rajoute tiret. Par exemple, ici, c'est pas la même touche, c'est pas la même touche lorsque je vais ajouter 555. Et lorsque je vais rajouter 555 encore une autre fois, donc les 5 ici, c'est la même ici. Donc, à ce moment-là, je le sépare par tiret. Alors, comment faire ça? Donc, comme je dis, on va tester sur un résultat. Donc, ici, on va dire si, donc, dans le cas où, par exemple, parce que la chaîne des caractères ici, elle commence par la chaîne des caractères vide. Dans le cas où nous avons, par exemple ici, une chaîne de caractères, if, ici, if len de résultat est strictement supérieur à 0. Si nous avons déjà un caractère, d'accord? And, par exemple ici, et ça devrait être and résultat de moins de 1. La dernière touche qu'on a générée, est-ce qu'elle correspond à la même touche, par exemple, qu'on va générer, donc qui va être faite par convertir C. Donc ici, je veux couper cette partie, donc ça va être ici, je vais nommer ça, par exemple, le résultat de la conversion, ok? Et je veux faire l'opération de la conversion juste avant. Donc je veux faire une opération de conversion, d'accord? Ça, c'est la conversion. Si le résultat est égal dans notre conversion, par exemple, le dernier chiffre ou le premier chiffre ou n'importe quel chiffre, d'accord? Parce que c'est la même chose. Dans la conversion, donc ça va générer une séquence, par exemple, un bloc 555. Donc c'est la même touche. Donc, mais ici, c'est juste, je peux dire le dernier chiffre ou le premier, donc c'est la même chose. Même si je fais 0, c'est la même chose. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire? Je ferai résultat. Donc, un résultat, je ferai plus égal tiré. Et après, donc, nous allons faire résultat plus égal conversion. Donc, dans tous les cas. Donc, on peut essayer si ça donne la bonne chose et ça donne le bon résultat. Alors, vous voyez, donc, grâce à cette condition que vient de faire, donc, ça nous a résolu ce problème. Donc, et ce qu'on a fait, c'est que on a coupé, donc, cette partie, donc, c'était là. C'est juste, on a dit, OK, au lieu de mettre ça directement dans le résultat. OK, on va faire un test. Si nous avons déjà un résultat et la dernière touche qu'on vient de proposer, et c'est égal la même touche qu'on va proposer maintenant.
pour la conversion. À ce moment-là, juste rajouter un tiret. Et avec ça, on a résolu cet exercice. Alors, on passe à l'exercice suivant. Donc, dans cet exercice, on va faire le résumé 5 chiffres. Donc, le but ici est d'écrire un programme qui affiche le résumé en 5 chiffres, le minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, max, d'une liste de valeurs. Donc, ces genres de paramètres qu'on utilise parfois dans la statistique. Donc, on peut avoir besoin de ce genre de valeurs. Donc, les codes ici, on vous donne donc, un squelette de code que vous devriez utiliser pour écrire chacune de ces fonctions. OK? Alors, ici, et on vous donne la description de chaque fonction. La première fonction est dire nombre. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire les nombres, elle va faire la lecture des nombres, comme dans l'exemple fourni. Elle retourne une liste des entiers lots. Donc, dans l'exemple fourni, nous avons quoi? Nous avons toujours, on va lire des valeurs à partir de l'utilisateur. Tant que l'utilisateur donne des valeurs, parce que l'utilisateur donne rien, à ce moment-là, on s'arrête. Et on fait l'affichage. Donc, obtenir quartile, elle permet de retourner un quartile, donc soit le premier, deuxième, troisième, à partir d'une liste des entiers. Ici, le deuxième quartile correspond à la médiane. Donc ici, le quartile, vous pouvez penser au quartile comme étant, donc vous avez une liste, une certaine liste des nombres. Donc les quartiles, c'est presque donc la valeur qui se trouve, par exemple, au premier quart de valeur. Et la deuxième quartile, c'est la médiane, c'est la valeur qui se trouve juste au milieu de la série. Et la troisième quartile, c'est la valeur qui se trouve environ, qui a les rangs de trois quarts de, dans la série. Euh, et après, donc, obtenir le résumé en 5 chiffres, elle va faire quoi? Elle va permettre d'obtenir le résumé voulu par l'exercice, donc les minimums du premier quartile, médiane, troisième quartile, maximum, en utilisant la fonction obtenir quartile pour avoir chaque quartile. Donc, on va appeler cette fonction-là 3 fois, parce qu'elle nous permet de trouver 3 quartiles, donc le premier, deuxième, troisième, dans cette fonction. Afficher le résumé en 5 chiffres. Donc, elle permet d'afficher le résumé 5 chiffres selon le format présenté dans l'exemple à partir d'une liste de valeurs données. Si la liste est vide, elle affiche un message d'erreur. Sinon, elle appelle la fonction obtenir le résumé en 5 chiffres pour obtenir le résumé et puis elle fait l'affichage. Donc, éviter le plus possible la duplication du code. Et ici, on vous donne comment donc, on calcule les quartiles. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer la dernière partie de l'affichage. Donc, ce sera de ces formats-là. Donc, toujours pour les affichages, on doit respecter les exemples qu'on vous donne. Donc, vous devez formater de la même façon. Alors, revenons aux quartiles. Donc, les quartiles sont 3 valeurs qui séparent un ensemble de données placées en ordre croissant en 4 sous-ensembles comprenant exactement le même nombre de données. Le premier quartile sépare le premier quart des données du reste des données. Le deuxième quartile sépare la distribution en 2 parties égales. En d'autres mots, il s'agit de la médiane. Et ici, on vous donne un cas particulier donc, dans lequel vous devez traiter. Si le nombre de valeur n est un nombre impair, alors à l'indice n-1 sur 2, sera un nombre entier et on pourra aller chercher directement la médiane. Si n est un nombre pair, alors n-1 sur 2 sera un nombre décimal. Dans ces cas, on détermine la médiane en faisant la moyenne des 2 données centrales de la description. Le troisième quartile sépare les 3 premiers quarts des données du reste des données. Donc, pris de cette source, donc, si vous voulez aller la regarder. Donc, je vais copier-coller tout ça sur VS Code. Je supprime tout ça. Je me fais ici. Alors, commençons par la lecture des nombres. Donc ici, presque tout ce que nous avons ici dans la description. Donc, on a essayé de mettre une description complète de façon dans cet exercice-là, vous pouvez programmer sans revenir à l'énoncé. Peut-être vous pouvez vous référer aux exemples ici juste pour copier-coller le message à afficher. Donc ici,
On va commencer par, donc cette fonction fait la lecture du nombre, comme dans l'exemple fourni, elle retourne une liste des entiers, elle prend aucun paramètre, elle retourne les valeurs, donc c'est la liste des entiers entrés par l'utilisateur. Donc c'est ça. Donc on va répéter ça tant que l'utilisateur ne donne pas une chaîne de caractères vide, on va continuer à lui demander de nous donner quelque chose. Donc on va commencer par donner une valeur, on va dire, on va les passe ici, on va dire par exemple valeur est égal input, entrer une valeur. Et après, on va tester tant que cette valeur-là, elle est différente de la chaîne des caractères vides, c'est différente de rien, du vide, on va quoi faire? On va rajouter ça dans une liste. Donc, c'est une liste de valeurs. Donc, je vais créer une liste de valeurs. C'est une liste vide. OK? Et dans cette liste-là, je vais faire append, valeur, bon, append, la conversion vers un membre de cette valeur. Donc, valeur.append float de valeur. D'accord? Ou bien on peut faire même int, donc c'est la même chose, juste le but c'est de convertir ça vers un nombre. Et après, on va redemander à l'utilisateur de nous donner un autre nombre. Et après, lorsqu'il va nous donner un autre nombre, on va retester. Et s'il s'agit s'il s'agit pas toujours de la chaîne de caractères vide, on va le rajouter, redemander, ainsi de suite. Et à la fin, donc, on va retourner la liste des valeurs. C'est ça. Alors, on passe à la fonction suivante. Donc ici, on vous dit, cette fonction permet de retourner un quartile, première, deuxième ou troisième, à partir d'une liste des entiers. Ici, le deuxième quartile correspond à la médiane. Et comme paramètre, donc, ici, nous avons valeur, c'est une liste des entiers, et n, c'est entier parmi un 2 3 qui spécifie quel quartile on veut retourner. Première, deuxième, troisième. Elle retourne, donc, elle va retourner le quartile, donc c'est un float, le quartile demandé. Première, deuxième, troisième, médiane. Donc ici, on va, euh, comment on va faire ici? On va donc prendre notre liste. On va supposer que notre liste ici, elle est triée en ordre croissant. Et on va prendre les éléments qui se trouvent à un certain, par exemple ici, quand je dis donc le premier, deuxième, troisième, etc. Donc on va essayer de trouver c'est quoi l'indice dans lequel se trouvent ces éléments. Donc ici, donc les quartiles, donc on va trouver l'indice I donc de ces quartiles-là. Donc ce sera un quart, par exemple un quart, ou bien deux quarts, qui correspond à un demi, et l'autre, donc ce sera trois quarts. Et ça, donc, ce sera multiplié par la longueur de la liste donc des valeurs. Donc, c'est un quart fois la longueur, donc ce sera la longueur de valeur divisée par 4, ou bien divisé par 2, ou bien multiplié donc, par 3 quarts. Avec ça, on trouvera l'indice auquel cet élément-là il est où. Donc, on va commencer par faire i est égal, on fera n fois la longueur de valeur, et on les divise par 4. Et ça, donc, on doit le convertir vers un entier. Pourquoi on le convertit vers un entier? Parce que en faisant une indexation, par exemple ici, parce que je veux trouver les quartiles, un quartile, je vais valeur de i, les i doit être un entier. Donc avec ça, donc lorsque je donne le premier quartile, par exemple, ça sera directement donc ça sera le premier quart donc fois la longueur, donc ce sera celui-là, ou bien
Donc, ce sera le deuxième, la médiane ou bien le troisième quartile. Et dans l'exercice, ici, il nous a donné un cas particulier à traiter. Pour la médiane, si nous avons un nombre pair ou un nombre impair, donc comment procéder? Donc, on a dit ici, si le nombre de valeurs n est un nombre impair, alors l'indice n-1 sur 2 sera un nombre entier et on pourra aller chercher directement la médiane. Si n est un nombre pair, alors n-1 sur 2 sera un nombre décimal. Donc, dans ce cas, on détermine la médiane en faisant la moyenne des deux données centrales des data distribution. Donc, ici, on va faire un test. Si la longueur de valeur, c'est un nombre pair, modulo 2 est égal à 0, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? La quartile, ça devient, une quartile, ça devient euh, la valeur que nous avons pris avec, donc la moyenne de la valeur que nous avons pris avec la valeur précédente. Donc, n-1 sur 2. Donc, celui-là, donc, on va faire la moyenne des deux valeurs centrales. Donc, valeur de i moins 1 plus n quartile qu'on vient de trouver, donc celle-là, sur 2. Donc, c'est ça. Et avec ça, on a fini donc ça, donc on peut retourner notre quartier. Mais ici, en fait, euh, donc en faisant ça, juste, il faut faire attention parce que parfois, l'utilisateur va rien donner. Donc, si la liste elle est vide, elle est tout, donc il y a certains cas particuliers à traiter. Par exemple, si l'utilisateur donne une seule valeur, à ce moment-là, peut-être en faisant i-1 ou en allant, par exemple, dans des autres. euh, donc, il y a parfois certains indices qui sont inaccessibles. Donc, ça va générer des erreurs. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rajouter un test dans ce if. On peut dire, par exemple, if n égale 2. Si nous avons au moins de valeurs, à ce moment-là, OK, fais ça. Sinon, il peut pas, donc ça peut générer une erreur de index out of range. Alors, c'est ça. Donc, l'opération suivante, c'est d'obtenir un résumé en 5 chiffres. Donc, cette fonction permet d'obtenir le résumé voulu par l'exercice. Donc, minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, maximum, en utilisant la fonction obtenir quartile pour avoir chaque quartile. Nous avons ces paramètres-là, et ça, ce sont les retours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour avoir le résumé, donc, on a dit que, donc, on va prendre ces valeurs, et ici, les quartiles, donc, c'est ces valeurs qui séparent les ensembles, donc, qui sont placés en ordre croissant. Donc, on doit commencer par trouver, donc, pouvoir trier cette liste, donc les valeurs, et on va faire, par exemple, valeur constante. Après avoir trié ça, on peut trouver la valeur minimale, par exemple, minimum, égale, c'est la première valeur, et le maximum, c'est la dernière valeur. Et après, donc, pour chaque quartile, on va appeler la fonction obtenir quartile avec, donc, ce sera quartile 1, disons, égale, donc, obtenir quartile à partir des valeurs, euh, donc, disons, quartile 1. OK? La même chose, donc, pour la médiane et le troisième quartile. Donc, ça et ça, le troisième quartile. On peut, si vous voulez, on peut nommer ça comme médiane directement. Et après, donc, on va retourner tout ça. Donc, on va retourner tout ça, minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, le maximum. Ce sera minimum, premier quartile, donc c'est quartile 1, médiane, quartile 2, bien, pardon, quartile 3, et le maximum.
passe à la fonction suivante. Donc, il nous demande d'afficher un résumé en 5 chiffres. Donc, cette fonction permet d'afficher le résumé en 5 chiffres selon le format présenté dans l'exemple à partir d'une liste de valeurs données. Donc, si la liste est vide, elle affiche un message d'erreur. Sinon, elle appelle la fonction obtenir un résumé en 5 chiffres pour obtenir le résumé et fait l'affichage. Donc, il prend comme paramètre la liste de valeurs et elle retourne, donc, elle n'a aucun retour. Donc, ici, on peut faire cet affichage ici. On doit faire référence à l'exemple. Oui, ici, nous avons cet exemple-là. Donc, je peux faire copier-coller cet exemple et faire, ou bien aller un par un. Je vais juste le mettre juste ici à côté de moi. Je peux copier ligne par ligne. Comme ça sera plus simple. Donc, une chose à faire, c'est de tester. Donc, s'il n'y a aucune valeur, donc on va faire aucune valeur. If la longueur de valeur est égal 0, par exemple, à ce moment-là, on peut faire print une valeur entrée. Else, à ce moment-là, je peux faire les affichages de ces quartiles que je viens d'obtenir. Donc, pour afficher ce quartile, je dois appeler cette fonction, obtenir résumé 5 chiffres, et je dois stocker le résultat de cette fonction dans les variables correspondantes. Je peux nommer ça en utilisant le même nom que je choisissais dans la déclaration de la fonction. Il n'y a aucun problème. Donc, je peux même modifier les noms, mais ici, OK, je choisis de faire un copier-coller. Ça ne change pas grand-chose. Et après, je peux faire les affichages maintenant. Je peux faire print. Donc, ce sera plusieurs prints avec chacune, ce sera avec sa fonction correspondante. Par exemple, ça, ce sera le premier print. Après, donc ça, ce sera ça, et ça, et ça. Voilà. Et après, juste, il suffit d'insérer les valeurs, voilà, sont de quoi, hein. Donc, c'est ici, quartile. Alors, donc, c'est ça, en principe. Donc, on va afficher tout ça. Et après, on peut tester notre programme dans une fonction principale. On va lire les valeurs et afficher les résultats. Comment on va faire ça? On va lire les notes, par exemple, avec lire nombre, et on va les afficher. On va appeler la fonction afficher 5 chiffres. Et afficher 5 chiffres, elle prend aucun paramètre. Pardon, elle prend les notes, elle prend les paramètres. Voilà. Et ici, donc, elle va gérer tout ça. Donc, elle va appeler la fonction obtenir résumé 5 chiffres et obtenir résumé 5 chiffres. Elle va se débrouiller. Elle va obtenir les quartiles et tout en y retourner toutes les valeurs. Donc, on peut tester cette fonction. Et magnifique. Donc, notre programme, il fonctionne bien. Alors, on peut passer à euh, la question suivante. Donc, ici, dans cette question, on doit faire la liste des diviseurs propres et les nombres parfaits. Donc, on commence par la définition. C'est quoi un diviseur propre? Un diviseur propre d'un nombre entier positif n est un nombre entier positif inférieur à n qui divise n. Un nombre entier n est dit parfait lorsque la somme de tous les diviseurs propres de n est égale à n. Donc, on va
écrire une fonction liste diviseur propre qui retourne une liste de tous les diviseurs propres d'un nombre entier positif transmis à la fonction comme unique paramètre. On va écrire une autre fonction est parfait qui prend un paramètre, en paramètre un nombre entier positif et retourne une valeur booléenne qui reflète s'il est parfait, true ou false. Et on doit compléter cet exercice en écrivant un programme principal dans lequel on va demander à l'utilisateur de nous donner un nombre, par exemple comme ici. Après, on va dire, on affiche la liste des diviseurs propres, on affiche si le nombre est parfait ou pas. Ok. Donc pour l'affichage, par exemple ici, c'est affiché comme ça, c'est la liste des diviseurs propres et tout. Alors, on va faire ça, donc je vais supprimer ce que j'ai ici. On va voir, ici, il n'y a aucun squelette des codes, donc on va écrire tout from scratch. On va commencer par la définition de la fonction list diviseur propre. Ici, je vais juste coller pour éviter des erreurs. Liste diviseur propre, donc elle prend quoi comme paramètre? Elle prend un nombre entier n, par exemple, un nombre n, et elle va chercher quels sont les diviseurs de ce paramètre. Comment on cherche les diviseurs par nombre? Donc, on peut itérer sur le nombre allant de 1 jusqu'à ce nombre-là. Et pour chaque nombre, si ce nombre-là divise notre nombre principal, donc on va dire, on va lui ajouter, on va les stocker quelque part. Et après, donc, on va retourner ça comme étant une liste. Donc, on va créer une liste qui est vide. Et après, on va itérer donc, pour chaque nombre allant de 1 jusqu'à ce nombre-là. Donc, si ce nombre-là, si donc, si n est divisible par ce nombre-là, n modulo i est égal à 0, donc ça veut dire que i divise n, on va faire list point append, donc on doit stocker ces nombres, d'accord? Et à la fin du parcours, donc on va faire return list. Avec ça, on peut trouver la liste des diviseurs propres de ces nombres-là. Donc pour trouver si un nombre est parfait ou pas, donc on va nommer la fonction def est parfait. Un nombre, il est parfait si ce nombre-là, euh, c'est donc si ce nombre, il est égal à la somme de tous ses diviseurs. Donc on va trouver la somme de diviseurs propres n, d'accord? On va tester s'ils sont égaux à n ou pas. Donc comment trouver la somme? Donc il suffit de faire somme de nombres de certaines de ces valeurs-là. Et les valeurs sont quoi, en fait? Donc, les valeurs sont les listes des diviseurs propres. Donc, je peux appeler cette fonction-là directement. D'accord? Donc, et ça va nous permettre de trouver la somme. Donc, grâce à cette fonction, je peux faire la somme d'une liste des valeurs. Donc cette liste-là, grâce à cette fonction, nous allons trouver cette liste de valeurs. On va faire ce qui est-il égal à n. On va retourner ça comme un résultat. Donc, ici, on va retourner si la somme est égale à n. Donc, vous voyez ça c'est équivalent à dire if, attends, imaginez, je veux faire if ça est égal ça, return true, else return false. Donc, c'est la même chose lorsque je veux écrire, parce que vous voyez ici, lorsque l'interpréteur va évaluer cette partie-là. Donc, le résultat de ça, ce sera soit true, soit false. Alors, en faisant return de ça, donc ça va faire l'évaluation de cette partie et il va retourner les résultats de ça. Donc, le résultat, ce sera soit true, soit false, comme ça. Et ça va nous donner donc s'il est parfait ou pas. Alors, donc on va faire ça dans un programme principal. Comment on va faire ça? Donc, écrivons un programme principal qui démontre les fonctions lisant une valeur de l'utilisateur. On va commencer par la lecture d'une valeur de l'utilisateur. On va dire que ça, c'est n, c'est la conversion en entier
ce que l'utilisateur va nous donner, OK? Et après, donc, on va faire l'affichage de cette liste. Donc, vous voyez ici l'affichage de cette liste est un peu spécial. Alors, nous avons une liste et lui, il est en train de l'afficher en l'espace par des tirets. Donc, je vais vous montrer donc juste l'affichage simple pour le moment, juste pour que vous puissiez voir la différence. La liste, par exemple ici, égale la conversion en liste. Par exemple ici, la liste est des diviseurs propres de n. Je vais appeler ça ici pour afficher cette liste des diviseurs propres. Et après, je peux afficher est-ce que le nombre est parfait ou pas. Par exemple ici, euh, cette fonction-là, elle retourne, donc elle retourne true ou false. Mais moi ici, je veux afficher un message. Donc pour afficher, par exemple, ce nombre-là, il est parfait ou pas. Par exemple, le nombre 28 au lieu de 28, je vais mettre n. Ici, au lieu de 28, je vais mettre ça. Donc ici, au lieu de faire ça, euh, je devrais rajouter une sorte de test. Par exemple, si ce nombre-là est parfait, à ce moment-là, affiche ce message. Sinon, else, affiche-moi l'autre message n'est pas parfait, n'est pas parfait. Donc ici, donc je veux, ça c'est n, je vais faire n. Donc on peut essayer ces codes-là. Donc avec cette partie par exemple, je vais lui donner 5, il va me donner ça. Donc vous voyez comment dans mon affichage toujours, donc il va afficher cette liste-là. Je lance encore mon code pour que vous voyez avec un nombre plus grand, 28. Donc il va me donner, OK, la bonne liste, le bon résultat, est-ce que parfait ou pas, mais il me donne ça. Donc 1, 2, 4, 7, 14, c'est différent d'ici. Donc le formatage ici, comment on va le faire? Donc nous aurons besoin d'extraire des éléments ici et de faire concaténer par des tirets. OK? Donc la solution sera de faire, par exemple, OK, je vais vous créer une liste dans laquelle je vais stocker ça, comme ça. Ça sera ici, je vais nommer ça comme étant résultat. D'accord? Ou bien je vais nommer ici affichage. Donc cette liste-là, je vais faire, par exemple, affichage pourrait être une chaîne de caractères vide. Après, pour chaque élément de notre liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire affichage plus égal cet élément-là, donc la conversion en chaîne de caractères de cet élément, plus tirer. Mais je dois faire attention. Donc, à la fin, je dois enlever ces tirets parce que à chaque ajout, donc il va rajouter ces tirets. Donc, après, donc à la fin, je ferai affichage égal affichage jusqu'à l'avant-dernier élément. Donc, avec ça, donc, on fait ces découpages. Donc, je peux essayer ça avec 28 et ça fait le découpage. Cette partie-là, je peux l'optimiser plus. Je peux la faire d'une autre façon. Je peux faire, par exemple, avec la compréhension en liste, compréhension des listes, et en faisant la fonction join. Ici, vous voyez qu'on est en train d'écoller les éléments d'une chaîne de caractères avec join. Ce que je peux faire, c'est affichage est égal, on va coller avec un tiret ces éléments de cette liste dans laquelle je veux convertir en chaîne de caractères de c'est-à-dire de E. Donc, pour chaque E in, par exemple, notre liste. D'accord? Donc, cette ligne-là, elle remplace tout ça. OK? Donc, ici, donc, elle va faire quoi? Elle va prendre cet élément-là, utiliser pour concaténer ensemble la conversion en chaîne de caractères de chaque élément dans cette liste.
OK? On peut faire, je peux enlever tout ça. Je lance ce code pour 28, par exemple, et vous voyez comment ça nous donne le même bon résultat. On va essayer ça avec ici l'éditeur pour voir s'il donne toujours le bon résultat. Et magnifique. Donc, ça donne toujours le bon résultat. Alors, on continue avec le dernier exercice, c'est la mise en forme d'une liste. Donc ici, donc c'est un exercice un petit peu différent, c'est un peu simple par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mise en forme d'un texte. Donc, lorsqu'on rédige une liste d'éléments français, on sépare normalement les éléments par des virgules. En outre, les mots est, est normalement inclus avant le dernier élément, sauf si la liste ne contient qu'un seul élément. Considérez les exemples ci-dessous. Par exemple, ici, écrire vos éléments séparés par des espaces. Ici, il y a un seul élément, on va écrire comme, donc ça va bien. Pomme, pomme orange, on va écrire pomme et orange. Si on écrit trois éléments, pomme, orange, banane, on va faire pomme, virgule, orange et banane. Donc ici, nous allons lire des éléments, sont séparés par des espaces. On va construire une liste et après on va coller les éléments de cette liste, on va les concaténer ensemble, oui ici. Bon, on va les concaténer par de virgule espace et la dernière chose, on va les concaténer avec un et à la fin. Donc ici, comment on va procéder? Je vais mettre ça ici. Là, donc je supprime tout ça. Alors, on va créer une fonction qui s'appelle uniform, def mise en forme. Alors, elle prend une liste des chaînes de caractères comme un seul paramètre. Donc, ce sera une liste, disons. Votre fonction doit envoyer comme seul résultat une chaîne contenant tous les éléments de la liste formatée de la manière décrite précédemment. Bien que les exemples présentés ne concernent que la liste contenant 4 éléments ou moins, votre fonction doit se comporter correctement pour les listes de toute longueur. Donc ici, on va considérer ça. Donc, nous avons ici deux choix possibles. Soit il y a un seul élément, qu'on va la retourner comme il est, soit nous avons plusieurs éléments à ces moments-là. Donc, on rajoute et donc qui sépare les éléments les uns avec les autres. Et donc, on peut aussi, pour certaines parties, on devrait rajouter la virgule. Donc, ici, pour une liste, on doit la découper sur deux parties. Donc, ça sera la liste, donc toute la liste jusqu'à l'avant-dernier élément. Et après, donc, on va rajouter un et plus un et, donc plus après la liste avec le dernier élément. Donc ça, donc en faisant ça, donc la liste, donc ça nous aidera à faire cette conversion. Et ici, donc pour cette partie-là et cette partie-là, donc on va les coller avec les mots et pour les éléments qui viennent avant, on va les, euh, les concaténer avec des virgules. Donc, pour la partie, donc, cette partie-là, jusqu'à -1. Donc, cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le concaténer avec virgule, espace virgule. Donc, ça nous permettra de les coller ensemble. Donc, ici, on va utiliser la même astuce qu'on a utilisée précédemment dans l'exercice précédent, pour lequel, ici, vous voyez qu'on a collé des éléments ensemble avec tirer. Donc, on va faire la même chose ici. On va coller des éléments ensemble. Nous avons des éléments dans une liste. On va les coller ensemble et avec virgule espace. Donc, c'est grâce à la fonction join. OK? Donc, on réutilise cette fonction-là. Donc, on va faire donc, la première partie, disons, la partie de, disons, virgule est égale à la liste, euh, donc, cette liste-là. Donc, pour cette partie, qu'est-ce que je veux faire? Je veux
concaténer ces éléments ensemble avec virgule espace point join. Donc, j'utilise ça pour coller, concaténer les éléments que je trouve ici. D'accord? Ça, c'est la partie virgule. Et donc, le reste, donc, ce sera, donc, le reste, on va les retourner. On peut retourner tout ça directement. Donc, la partie virgule plus un i plus le dernier élément, donc, de la liste. Donc, c'est lui-là. Alors, grâce à join ici, si jamais cette liste-là contient un seul élément, il n'y aura pas du join à faire. Donc, à ce moment-là, pour l'exemple simple, nous avons comme seulement. Donc, cette join, donc, elle va utiliser ces caractères pour coller ensemble plusieurs éléments de cette liste. Si nous avons un seul élément, elle va retourner cet élément-là. Donc, il n'y a pas un autre élément avec lequel elle va insérer. Donc, vous voyez, elle va insérer seulement cet élément euh, à l'intérieur, donc pas aux extrémités. Donc, je peux faire déplacer tout ça ici pour faire réduire un petit peu les codes. Ce sera donc cette partie-là. Donc, on a dit que cette partie-là est seulement lorsque nous avons plus qu'un élément. Donc, on va faire if longueur de liste est strictement supérieure à 1. À ce moment-là, on va retourner ça. Sinon, on retourne quoi? On va retourner juste l'élément qu'on vient, donc, donc liste des zéros, disons. Donc, ici, c'est une liste, un seul élément. OK, on va retourner cet élément-là. Donc ici, donc après, il me dit quoi? On va faire ça dans un programme principal. Euh, donc, on va demander à l'utilisateur d'écrire des éléments séparés par des espaces. Donc, on va faire les mots égale input de données, écrire vos éléments séparés par des espaces. Et pour trouver la liste, on fait quoi? Liste est égal mon point split. Et split, automatiquement, elle prend l'espace comme séparateur euh, pour les éléments. Donc, pour une chaîne de caractères, donc ça va créer une liste pour les éléments qui sont séparés par des espaces, des retours à la ligne et tout, donc tout ce qui est vide. Donc, même si lorsque je laisse ça vide, donc ça va prendre l'espace comme séparateur, je peux même spécifier ça explicitement. Donc, il s'agit d'un espace. Après, donc, on va afficher le résultat de notre programme. Donc, on va dire en français, on va écrire et ici, on va mettre le résultat de ça. Donc, ça sera la mise en forme de cette liste. Et c'est ça, donc on peut essayer ça. Et magnifique, tout va bien, il fonctionne bien. Donc, vous voyez, juste petite remarque ici par rapport à Moodle, vous voyez qu'on n'utilise pas les accents et par exemple CCD, ici on n'a pas utilisé, l'accent pas, ne sont pas utilisés. C'est juste parce que Moodle, lui, il n'aime pas les accents. Donc, ça génère des erreurs à chaque fois qu'il y a des accents et qu'il devrait afficher. C'est pour cela, dans les affichages, on évite de faire les accents. Si vous écrivez avec des accents, ça va générer cette genre, genre de erreurs. Donc, c'est pour cela, évitez d'utiliser les accents dans les affichages que vous faites avec Python. Donc, espérons que cette série de vidéos vous aide à bien réviser les chapitres des fonctions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou votre chargé de cours.